Et je laisse la parole dès à présent à Christophe Moreau qui représente l'entreprise de Systéo Médical qui va Ok, commencer ce webinaire. oui. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur comment poser les jalons techniques réglementaires pour assurer sa levée de fonds. Systéo Médical, pour ma part, donc Christophe Moreau, président fondateur. Je suis également accompagné de Élise Pichon, responsable marketing et communication chez Systéo. Systéo Médical, hein, pour rappel, donc nous accompagnons les startups essentiellement dans le développement, la fabrication et l'homologation de dispositifs médicaux sous contrat comme CDMO et comme on pourra le voir un petit peu plus tard dans la définition de la CDMO. Je laisse les autres partenaires se présenter. Qui veut prendre la parole? Allez, Elodie, de chez Calicide. On t'en Oui, prie. bonjour à tous. Merci à Village by CA et à Systéo de m'avoir convié pour co-animer ce webinaire. Alors, en quelques mots, donc je suis Elodie Panier, la cofondatrice et directrice générale de Calicide. Calicide, c'est un nouvel acteur du capital innovation. On a été créé il y a un peu plus d'un an dans la région lyonnaise pour soutenir les entreprises innovantes dans le secteur health tech, on va dire, secteur de la santé. Et nous intervenons principalement dans les opérations tour de table seed, voire pré-seed, selon la définition que l'on donne. Alors, qui prend la suite? Je prends Alexandre? la suite, Allez, je c'est prends la suite. parti. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Alexandre Cordier, moi je représente Supernova Invest. Donc nous, pour la petite histoire, à la base, on gérait le fonds qui s'appelait CEA Investissement et qui investissait uniquement dans les sociétés qui sortaient du CEA. Et en 2017, on a spin-offé pour créer Supernova Invest et nous permettre d'investir à travers l'Europe sur 4 verticales majeures qui sont la microélectronique, l'énergie et l'environnement, la medtech et l'industrie 4.0. En medtech, on va investir au sens large sur tout ce qui va être du diagnostic jusqu'à des dispositifs médicaux de classe 3. Et on va investir sur des tickets qui vont être de l'ordre d'1,5 million jusqu'à 12 millions, primo-investissement, donc du seed jusqu'à la série CD. Et voilà, moi, personnellement, je suis spécialisé en medtech, je suis pharmacien de formation et plutôt sur la partie seed de Supernova Invest. Donc, ravi de vous rencontrer. Merci Alexandre. Et Guillaume Oui. Blanchet, je t'en prie pour prendre la parole et présenter UI. Bonjour, donc Guillaume Blanchet, je suis directeur associé du investissement. Sur la partie innovation, je gère à peu près 350 millions d'euros, principalement des fonds régionaux. Donc on gère des fonds sur les territoires en région pour accompagner les entreprises qui naissent dans les différentes régions où on est présente. On investit de tickets de 100 000 à 1 million d'euros. Donc on est généraliste sur ces véhicules-là. Et puis, on a des fonds thématiques nationaux qui, eux, peuvent investir de partout dans le territoire, et dont un fonds dédié au deep tech et un autre fonds dédié à la santé. Merci Guillaume. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, nous allons vous proposer donc de commencer ce webinaire. Et donc, tout d'abord, voilà, en vous présentant le sommaire. Ça va se dérouler en 5 points. Tout d'abord, on va vous présenter donc le contexte de financement dans le secteur de la medtech, une vue d'ensemble de la roadmap de levée de fonds avec des étapes et des critères d'investissement. L'émission d'un CDMO dans le processus de levée de fonds, un cas d'application et des sessions de questions-réponses avec une conclusion. On y va? Tout le monde est On est prêt? parti. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, voilà, donc la présentation de chaque intervenant et contexte d'un financement pour chacun. Vous l'avez déjà un peu fait parce que vous avez expliqué chacun jusqu'où vous alliez donc sur l'investissement. Est-ce que vous souhaitiez ajouter des choses, nos trois investisseurs, par rapport à ce que vous nous avez présenté? Est-ce que vous voulez... oui.
Oui, je veux bien préciser peut-être par rapport à, j'ai fait une présentation T'en assez prie, courte. Elodie. Oui, par rapport à Calicide, pour préciser, donc effectivement, fonds d'amorçage, donc plutôt dans les tours de table seed, pré-seed. En termes de philosophie, il faut savoir qu'Alicide, voilà, on est essentiellement donc des associés du monde de la santé, secteur de la santé, soit des personnes qui ont fait carrière ou qui font encore carrière dans l'industrie de la santé, ou également des professionnels de santé. Et l'objectif de Calicide, c'est vraiment d'être des partenaires investisseurs. Donc, notre ADN, c'est bien évidemment de soutenir financièrement avec un apport au capital. Donc, nous, notre ticket, il est de 100 000 euros. Hein, donc, on intervient sur des tours de table qui sont en général de 300 à 1 million d'euros avec d'autres investisseurs, donc des co-investisseurs. Et nous, notre participation est environ 100 000 euros. Et notre volonté, c'est faire partie de cette aventure entrepreneuriale et d'aider au maximum, j'ai envie de dire, l'équipe fondatrice et donc d'apporter notre connaissance, nos réflexions, nos réseaux. Et pour cela, on a le souhait de participer au comité stratégique de la start-up. Donc, ça fait partie des points que l'on dresse, on va dire, ou que l'on précise dès le démarrage dans nos discussions avec les startups. Et puis, ben, quand je parle de spécialisation santé, on intervient majoritairement effectivement dans les medtech, hein, donc ça englobe beaucoup de typologies de startups, tant dans le développement de dispositifs médicaux, mais également dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, mais on s'intéresse également au secteur donc numérique santé et puis à des secteurs, on va dire des sociétés qui vont développer des plateformes technologiques ou des technologies d'intérêt dans le secteur de la santé toujours et également le secteur de la bioproduction. Voilà. Et quelques biotech, mais ce sera, on va dire, quelques participations pour Calicide et on vise une douzaine de participations globalement dans ce véhicule. Voilà, pour compléter, peut-être juste aussi en termes de territoire, j'ai dit que nous étions basés effectivement en région lyonnaise et on va, on va dire, soutenir majoritairement des sociétés et start-up basées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas uniquement. On a élargi également à la Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et une partie de l'Occitanie. Voilà, globalement, notre critère, c'est à peu près à proximité de Lyon, enfin à 2 heures de Lyon. L'idée étant aussi d'être dans une certaine proximité avec les startups que l'on accompagne. Voilà, peut-être quelques compléments. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait reprendre la parole? Je vous demande 2 petites secondes. Au niveau de Guillaume ou de... Oui, bah, juste rapidement pour faire un petit panorama de notre expérience dans la santé, sur le côté investissement, on a aujourd'hui un peu plus de 50 entreprises qu'on a financées dans ce domaine-là. Parmi les plus connus, et il y en a qui ont fait l'actualité récemment avec Amolite, Mablink en termes de session. Mais sinon, plutôt un portefeuille orienté effectivement sur la medtech plus que la biotech, même si je viens d'en citer deux qui sont un peu en frontière. Donc très souvent, dès les premiers tours de table, présent dans ces aventures-là. Donc bon, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on va y risquer d'y passer un moment, mais D'accord. voilà. Très On bien. est très généralement premier investisseur institutionnel. Bah, juste pour compléter, nous aussi de notre côté, pareil, très très orienté medtech. L'ADN de Supernova, c'est d'investir dans les deep tech de manière générale. On entend deep tech plus avec des barrières à l'entrée qui sont fortes. Donc nous, on est très attaché aux brevets, aux technologies plutôt hardware. On a notamment fait des dispositifs médicaux implantables comme Cardac. Et aujourd'hui, on a à peu près 800 millions sous gestion et à peu près 25% des investissements qui sont en santé. Et comme UI, nous, on est plutôt orienté medtech, moins biotech. Et sur tout ce qui va être software, on va plutôt regarder sur notre fonds late. Donc, du coup, sur des critères de revenus, BRR, et plutôt à la façon d'un fonds growth. Bon, très bien.
Ok. Maintenant qu'on a tous une idée du champ des possibles pour chaque investisseur et donc des actions qu'il mène auprès donc des startups dans la medtech ou la biotech, je vous invite donc à continuer. Je vous ai mis donc les slides suivants. Donc là, les différentes étapes du processus de levée de fonds, de la préparation initiale à la clôture de la transaction. Donc là, voilà, on a donc nos investisseurs voilà, qui sont autour de la table. Je vous laisse prendre la parole sur ces éléments. Guillaume, tu voulais commencer peut-être? Très rapidement, donc ça c'est un processus standard, mais c'est bien sûr non contractuel. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent varier, faire varier. Donc si vous êtes en retard sur ces timings, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est juste que ça dépend à chaque fois, mais globalement, on a essayé de reprendre l'ensemble des phases par lesquelles un entrepreneur passe quand il rencontre un investisseur. Voilà, encore une fois, on est dans une première approche du monde de l'investissement dans cette présentation. Donc souvent, vous rencontrez une première fois, puis l'investisseur, s'il a un intérêt qui émerge, il sera généralement assez ouvert à un deuxième rendez-vous. Donc là déjà, vous avez déjà une première indication de savoir s'il pouvait y avoir un intérêt ou pas, ou si la personne vous rentrez dans sa thèse d'investissement, voilà, si vous n'êtes pas dans la thèse d'investissement de la personne, il y a très peu de chances d'aller rattraper un deuxième rendez-vous. Et c'est souvent ce deuxième rendez-vous, en fait, qui va vous permettre derrière de déclencher un intérêt réel chez un investisseur pour se dire, OK, j'ai envie d'engager des ressources et du temps. Parce que nous, comme les entrepreneurs, notre principale ressource, c'est notre temps. Parce qu'on rencontre, je parle pour ma part, plusieurs centaines de projets et de dirigeants par an, et on va en choisir au final que 3, 4, 5 nouveaux qu'on va accompagner. Et donc, on ne peut pas passer le même temps d'études sur tout le monde, c'est humainement impossible, bien qu'on les recrute. Je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi. Et voilà, notre temps est vraiment quelque chose de précieux. Donc, au-delà du deuxième rendez-vous, on a un premier filtre qui fait qu'on y passera relativement assez rarement. Mais quand on y est, ça ne veut pas dire qu'on ira au bout de la même manière. On va prioriser ce qu'on va étudier. Il y a des points sur lesquels on va très vite vouloir avoir des éclaircissements qui vont nous permettre d'avoir des premiers go-no-go qui vont nous stopper ou pas. Donc c'est pareil, ça se fait par étapes. C'est pas une black box à ce moment-là. L'étude, c'est souvent beaucoup d'échanges et d'interactions avec les entrepreneurs et son environnement, et l'environnement direct, son marché, des clients potentiels, etc. Donc là, on met 2 à 6 semaines, voilà, parce que c'est très variable. Ça dépend de la dynamique du deal, ça dépend du temps qu'on a et consacré à ce moment-là. Ça dépend de la vélocité des échanges qu'on a avec les entrepreneurs et l'environnement. Si à chaque fois qu'on vous sollicite pour un nouveau rendez-vous, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir la réponse. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Chacun a ses propres contraintes. Donc voilà. Dans tout ça pour dire, après, vous avez éventuellement le stade du comité et puis la finalisation juridique de l'opération. Bon, tout ce process-là, un investisseur comme nous et d'autres, on a des temps incompressibles. On a la capacité, je pense, à pouvoir faire, on l'a déjà fait entre le premier rendez-vous et comité, un temps de 2-3 semaines. C'est quelque chose qui est envisageable, mais très très rare. Souvent, ce temps va varier entre plutôt 1 mois, 1 à 3 mois. Et puis le reste, moi, ça dépend vraiment du nombre de personnes que vous aurez autour de la table, du nombre d'investisseurs, des avocats. Beaucoup d'avocats vont vouloir faire passer plus de temps pour facturer plus d'honoraires. Donc voilà, beaucoup de variables qui rentrent en compte. Mais globalement, vous avez, je pense, une bonne idée là avec ces étapes et ces temps de ce à quoi ressemble une opération de levée de fonds. Merci. Peut-être juste pour ajouter aussi, j'ai l'impression que le temps le plus variable entre les fonds, c'est surtout l'instruction. Puisqu'il y a des fonds lead où, par exemple, nous, chez Supernova, on est toujours lead.
et on a une grosse appétence sur les technos de rupture. Donc, on a des instructions qui sont plus de l'ordre de 6, 8 semaines plutôt que 2, puisqu'on va toujours aller en profondeur sur l'étude, alors qu'il y a des fonds qui sont un peu plus followers et qui eux, vont prendre un temps plus court. Ils vont même pouvoir s'appuyer sur les notes de fonds lead. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse variabilité entre les fonds sur la phase d'instruction. Élodie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être quelques éléments pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Effectivement, en tous les cas, il y a ces délais incompressibles. On sait par expérience qu'entre souvent la volonté de l'entrepreneur de lever des fonds et de closer son tour de table à tel horizon, ça prend souvent un peu plus de temps que ce qu'on imaginait. Donc, il faut le prévoir. Et puis, comme souvent, les dirigeants le savent, mais c'est assez chronophage. Donc, pour ce qui concerne Qualicide, on a conscience de ça, de ces enjeux. Donc, on essaie d'être réactif. Néanmoins, alors, on est un petit fonds, on va dire, hein, mais le fait qu'on soit spécialisé santé fait que certaines startups, dans ces tours de table, premier tour de table, nous demandent souvent d'être leader, nous aussi. Donc, voilà, on essaie de faire une instruction plutôt dans les 6 semaines. On a un process qui est très proche de celui qui est présenté à l'écran, sauf que peut-être que, voilà, donc nous, on a une première étape de préqualification qui revient à peu près à ces 2 rendez-vous que vous mentionnez. Et ensuite, il y a un premier avis quand même de notre comité qui va donner un go pour passer effectivement en instruction. Cette instruction, on essaie de la faire dans les 6 semaines, puisque c'est la cadence de nos comités pour réunir de nouveau nos associés et prendre une décision d'investissement qui donne lieu à une proposition d'investissement, puis une LOI, une fois que les co-investisseurs sont identifiés. Pour ce qui nous concerne, on est souvent avec, on n'est pas donc des fonds VC, hein, on est en amont, donc on est souvent avec on va dire des business angels individuels ou des groupements de business angels qui parfois, effectivement, dans ces temps d'instruction, de par leurs ressources aussi des fois limitées en termes d'instructeurs, etc., ça prend un certain temps. Donc, c'est ce qui fait qu'on essaye aussi d'être actif dans ce process. Et je crois qu'il y a un point qui est très important, je pense, on va peut-être en parler, mais c'est aussi dans ce timing, c'est de pouvoir flécher finalement les bons interlocuteurs en fonction effectivement de l'opération et du montant recherché, de votre besoin en financement. Parfois, on voit que des startups ont pris contact avec des fonds qui se positionnent effectivement dans des levées de fonds plus importantes. Alors parfois, c'est intéressant parce que ça permet de prendre déjà des contacts et puis peut-être déjà d'avoir un intérêt manifesté et de dire avancez et puis on se recontacte dans quelques temps. Mais ça peut être aussi parfois une source de perte de temps entre guillemets ou de source de découragement parce qu'on se rend compte qu'on pitch devant des investisseurs et puis il n'y a pas de suite parce qu'effectivement on ne correspond pas à la bonne thèse de ces fonds. Donc je crois que ça c'est juste un point en termes de vigilance par rapport à ce processus qui peut être du coup plus long si on ne s'adresse pas aux bons acteurs. Merci Élodie pour ces commentaires supplémentaires qui vont aider chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Nous avons déjà des questions dans la conversation, donc nous continuez à en mettre. En fait, on les traitera tout à la fin lors du moment d'échange comme prévu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat puisqu'on les traitera au fur et à mesure. Hop. Alors, les critères d'investissement. Si on se demande voilà, les critères d'investissement, ce que vous aimez particulièrement, ce que vous n'aimez pas du tout, voilà, qu'est-ce qui pour vous est rédhibitoire, qu'est-ce qui pour vous est vraiment, entre guillemets, coup de cœur, ou dire, voilà, là, on peut commencer à travailler quelque chose et il y a un profond intérêt grâce voilà, à peut-être des petits tips que vous pouvez nous transmettre, chacun des investisseurs. On commence déjà par ce qui peut vraiment faire la différence. Peut-être commencer, Alexandre. Guillaume, comme vous préférez. Nous, je sais que chez Supernova, on est très attaché au hardware, donc on aime beaucoup tout ce qui va être dispositifs médicaux avec une technologie, cœur de technologie propriétaire.
Ouais. ou alors un bundle de techno qui est bien protégé. Mhm. Vraiment, on met l'accent sur la protection des technologies. De préférence dérisqués, donc avec des modèles animaux ou des modèles ex vivo qui se rapprochent de l'humain. Mhm. Et au niveau de l'équipe, on aime bien avoir des profils plutôt très techniques, qui connaissent particulièrement bien la technologie, mais à la fois une équipe, enfin des personnes plutôt typées commerciales pour justement développer le produit au niveau des corporates ou au niveau du développement commercial du produit de manière globale. Très bien. Guillaume, Élodie, est-ce qu'il y a voilà, des éléments voilà, qui pour vous sont importants et qui vous tiennent à cœur et qui Non, font la je sais. différence? Alors, je sais pas ouais, je vais relayer. Alors, pour ce qui nous concerne, on est dans ces phases précoces, donc il y a bien évidemment un niveau de risque assez important et encore un certain nombre d'incertitudes. De toute façon, on est dans le domaine de l'innovation, donc ça va de pair un peu avec l'incertitude. Je dirais que nous, ce que l'on va regarder, il y en a plusieurs critères d'investissement. Un point clé, c'est quand même aussi l'équipe. C'est très important. Il y a ce besoin d'avoir une légitimité, une complémentarité dans les compétences de l'équipe et puis une visibilité aussi sur justement le renforcement de ces équipes et de l'entourage, c'est-à-dire enfin, en termes de conseillers, hein, et notamment les boards qui généralement sont en cours de structuration, qui ne sont pas encore complètement finalisés, mais qui, voilà, avec une dimension, on va regarder les intervenants et les compétences qu'ils apportent. Donc ça, c'est un point important parce que on mise, on va dire, quelque part sur le projet, sur la technologie, bien sûr, mais sur la capacité de cette équipe à mener à bien ce projet par rapport à ce qui nous est présenté et ce qui nous a justement séduit. Et puis, d'une manière générale, ensuite, on va regarder aussi ce qu'on aime, c'est quand on a justement un projet qui est relativement bien structuré, malgré cette précocité, on va dire, dans le sens où on a des feuilles de route assez bien établies, qui ont été souvent établies avec des consultants, des conseillers, des experts, aussi bien sur la route réglementaire. On est dans un domaine où c'est vraiment clé. Sur la route de propriété intellectuelle, effectivement, on a en général un début de pays avec des licences négociées, mais il y a des stratégies de propriété intellectuelle qui va donner de la valeur aussi à l'entreprise. Donc, c'est bien d'avoir cette... et puis, toute la stratégie et la structuration en termes d'accès marché. Voilà, donc je dirais les mots-clés, c'est oui, une certaine légitimité et confiance en l'équipe, et puis un projet qui est relativement bien structuré et qui donne confiance. Voilà, en dehors, bien sûr, de l'intérêt pour la technologie et son attractivité, notamment par rapport au marché, et le fait qu'on valide qu'il y a bien effectivement une solution qui est apportée par rapport à un besoin fort du marché et une bonne réceptivité. On va beaucoup, effectivement, de notre côté, valider l'intérêt des professionnels de santé ou des industriels de santé, tout dépend du type de business model concernés, donc de valider effectivement cette attractivité, cette réceptivité, cette capacité d'adopter cette innovation. Nous aussi, on est dans le domaine deep tech, donc souvent avec des ruptures qui peuvent aussi générer des ruptures ou des grands changements de pratique. Donc, c'est comment tout ceci est accueilli ou prévu justement par la startup pour accompagner ces changements. Voilà, quelques points que je pouvais peut-être citer, mais j'en aurai d'autres, je vais laisser la parole. Merci, Élodie. Guillaume, tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, je vais faire une réponse un peu. Je vais essayer de sortir un peu des sentiers conventionnels et de ce que vous entendez de partout quand on vous dit que les investisseurs aiment bien. Euh, En fait, ce qu'ils vous disent pas forcément, c'est que souvent, enfin en tout cas, nous, quand on investit, on investit tôt, et souvent sur des sujets qui vont nécessiter ensuite beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de levée de fonds. Et quand on intervient, en fait, on est par définition dans les entreprises qui manquent de beaucoup de structure et de structuration. Et en fait, du coup, on a toujours des raisons de pas vouloir faire ou de faire un dossier parce que tous les dossiers qu'on regarde au stade où on intervient sont imparfaits par définition. Ce sur quoi on va se concentrer
principalement, ça va vraiment être l'équipe fondatrice. Bon, ça, c'est vraiment le point qui est clé. Et sa capacité à démontrer, à convaincre d'autres personnes de leur entourage scientifique, proches, des personnes qui sont d'un entourage scientifique pas proche, donc des personnes à qui, tiens, on leur parle du projet. Est-ce qu'un sujet qui peut paraître nouveau et pas consensuel peut le devenir assez rapidement, assez facilement, dès qu'on commence à en parler autour de nous? Donc voilà, ça c'est des choses qui sont des premiers indices qui vont nous montrer qu'il y a effectivement, on a des personnes qui ont une capacité non seulement potentiellement de développer le produit et de l'emmener jusqu'au bout. Ça, à la limite, il y a plein de chemins potentiels pour développer une innovation technique, technologique. Si on part du principe qu'ils arrivent à bien défendre et à bien vendre leur idée, normalement, ils sauront s'entourer, ils sauront trouver les bonnes personnes pour les accompagner, aller jusqu'au bout de ce parcours. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit trop souvent des projets qui effectivement se concentrent uniquement sur leur technologie, développent leurs produits technologiques, pensent avoir la meilleure façon de faire, etc. Enfin, des façons de faire et d'emmener votre produit sur le marché. Très sincèrement, si on rentre dans les détails, il y en a 10 000. C'est pas ça qui fera la différence. Un petit peu, si ce sera d'être assez malin pour trouver le ou les bons chemins qui vous emmèneront rapidement, de manière assez maligne sur le marché, le moins cher possible. Mais c'est surtout d'accéder à ce marché et d'accéder en fait à ces clients et où c'est stratégique avec lesquels vous allez tisser des liens pour assez rapidement avoir des partenariats de distribution et que ça se fasse. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est dans quelle mesure vous nous montrez que votre produit va se vendre et à qui et comment. En tout cas, nous, c'est ce qu'on regarde chez nous. Juste pour ajouter aussi, Je t'en prie, Alexandre. Je remercie Guillaume. Vas-y. Je trouve important aussi lors de la levée de fonds, de bien identifier les risques aussi. Voilà. D'avoir une équipe qui Avec la vision sur un miroir, comme jeu. On va investir ou pas? Non. Ok. Bah, peut-être aussi peu de bruit. D'avoir une équipe qui a bien identifié les risques, justement, une roadmap bien définie et de savoir que cet investissement et les efforts humains et financiers qui vont être déployés vont permettre d'amener la société à un autre level, soit pour une sortie ou soit pour un nouveau stade de financement. Donc, bien important d'identifier ces risques en amont de la levée de fonds. Oui, j'allais effectivement rebondir, alors peut-être sur 2 points par rapport à ce qui a été dit par Alexandre et Guillaume, puisque j'ai effectivement dit que Calicide intervenait très précocement et en même temps, je vous parle de structuration. Donc, on pourrait se dire, l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait déjà une certaine, c'est aussi une façon de voir la manière dont les fondateurs, les dirigeants vont effectivement pouvoir conduire ce projet avec un certain nombre de jalons encore à atteindre et important, et effectivement, capacité à s'entourer, à convaincre. Et en ça, il peut y avoir des risques. Il y en a. La question, c'est effectivement, est-ce qu'ils ont été identifiés? Quelles solutions sont déjà éventuellement envisagées pour les combler? Et puis, à ce stade-là, il peut y avoir encore plusieurs scénarios. Et des fois, le business model n'est pas complètement quand même posé. Il y a encore des réflexions. Et c'est en ça que Calicide aussi entend pouvoir participer dans ces réflexions stratégiques, parce que tout n'est pas bien évidemment défini à ce stade-là. Donc, c'est de participer et d'être dans de la co-construction, de la co-réflexion. Et donc, voilà, il y a une certaine structuration, mais encore une fois, dans le degré que l'on attend à ce stade-là. Hein, on est conscient aussi qu'on est précoce, donc on ne peut pas avoir tout traité encore de manière précise, mais il faut encore une fois donner confiance et voilà, c'était juste pour rajouter ces points-là. Merci Elodie. Donc on voit bien que là, il y a beaucoup qui posent sur l'équipe dirigeante ou le dirigeant lui-même. Et donc maintenant, on a dit voilà ce que vous attendiez vraiment lors d'une rencontre. Et c'est quoi en fait qui pourrait être vraiment rédhibitoire
Là, vous dites non, là, Alors, c'est juste pas ouais. possible. Je vais prendre la main là-dessus en premier, mais pour moi, c'est un petit marché. Faut pas oublier qu'un investisseur, bien que tout le monde dit on est là pour se développer et accompagner, au final, le but du jeu, c'est quand même de gagner de l'argent pour pouvoir le renvoyer à nos propres investisseurs, mettre de l'argent dans le fonds. Et donc, ça fonctionne. Il faut que le projet que l'on vise adresse un marché qui soit potentiellement là à la fin, et qui soit suffisamment gros pour que l'entreprise puisse vraiment avoir de la valeur et se développer. Donc ça, je pense que c'est un des critères. On voit trop souvent des projets médicaux, medtech. Du coup, il manque cette vision business marché. Ça, c'est rédhibitoire, mais surtout, des fois, quand elle est là, on nous amène en nous présentant des marchés qui finalement sont pas si excitants, eu égard à tous les investissements qu'il faut réaliser pour y aller dessus. Donc ça, je pense que c'est des questions vraiment. Enfin, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire. D'un point de vue, et je pense que c'est la même chose pour tous les investisseurs de manière générale, mais trop souvent, c'est encore des sujets qui sont mal compris par des profils qui sont très techniciens, très généralement, et qui ont justement du mal à avoir cette approche-là de quel va être le marché global au final, et comment on va créer de la valeur qui va se transformer en argent. L'argent n'étant que une contrepartie de la création de valeur qu'on va apporter par notre innovation sur un marché. Alexandre, Elodie, vous vouliez ajouter quelque chose sur les points, voilà, rédhibitoires. Est-ce que vous en avez d'autres par celui-ci que vous avez certainement en commun? Oui, ben, moi, pour peut-être faire le corollaire avec ce que j'ai dit dans ce qu'on aimait, c'est effectivement peut-être quand il y a trop de zones de flou, pour le coup, qui donnent pas confiance dans le projet, dans la manière dont il va être mené, et notamment, effectivement, très souvent, parce qu'on a aussi des profils scientifiques, où ce volet accès marché, réflexion autour du business model, en termes de la capacité aux cibles clients à financer et leur capacité oui, à faire l'acquisition de cette innovation, que ce soit une offre de produit ou de service ou autre, qui n'a pas été vraiment bien adressée, et donc une mauvaise connaissance aussi des cycles de vente, des acheteurs, enfin des réseaux d'acteurs, etc., qui interviennent dans les prises de décision. Donc tout ça fait que s'il y a une méconnaissance complète de ces points-là, c'est vrai que c'est pour nous, ça va être source de risque, ou en tous les cas, on va demander. Ça ne veut pas dire qu'on n'exclut pas, parce que si effectivement on a un sujet qui est intéressant, on peut demander à ce que ce soit un peu plus poussé. Sur les cas, c'est ce qu'on va conseiller de faire. Et puis parfois, on a des belles surprises. On voit que cette réflexion est menée, et on a un business model qui tient, qui semble plus viable, et puis surtout une meilleure connaissance de l'accès au marché. Donc ça, c'est des points importants. Et oui, cette notion de flou. Et puis oui, là, encore une fois, sur la confiance, à l'inverse, la confiance voilà, où la nécessité, là encore, même sur l'équipe, on sait qu'elle peut se structurer, qu'elle peut être accompagnée, qu'il y a des axes de progression. Donc tout dépend de ce qui nous est présenté. Ouais, je pense que c'est vraiment important cet aspect confiance entre les investisseurs et les sociétés. C'est un chemin qu'on prend ensemble. Donc, avoir les informations qui soient vraiment claires dans la data room. Enfin, nous, on va tout vérifier. Donc, finalement, dès qu'on se rend compte qu'il y a des informations à RNA, il y a un peu une perte de confiance. Et aussi avoir une équipe qui est peu à l'écoute. Enfin, nous, on aime bien avoir Oui, une équipe à l'écoute, leur donner des conseils sur des expériences passées avec d'autres sociétés. Et aussi, je pense qu'un point qui n'a pas été mentionné, une société, il faut que tout le monde soit intéressé de la même manière. Enfin, des fois, on se retrouve avec des tables de capi où il y a des investisseurs early qui ont pris la majorité de la société. L'équipe de management n'a plus assez pour finalement être assez intéressé sur une sortie. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde soit. Enfin, c'est une confiance mutuelle oui. et un intéressement mutuel.
Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'on, peut-être pour les auditeurs, on parle de ce besoin que l'on a d'avoir confiance, mais c'est important que les dirigeants aussi nous fassent confiance en tous les cas pour ce qui nous concerne. C'est vrai qu'on voit bien quand on arrive dans les dernières phases de négociation, hein, d'un certain nombre de points juridiques, etc. C'est important ben, qu'on soit aligné et en tous les cas, nous, on attache beaucoup d'importance à ce qu'ils comprennent bien que notre idée, ça ne va pas être d'être des investisseurs bloquants, que dans des comités stratégiques, lorsqu'on va donner peut-être des droits de veto ou autres, c'est toujours dans l'idée de pouvoir aider, en tous les cas, au mieux l'entreprise et en rien d'être bloquant, mais plutôt de conseiller au mieux ou de voir s'il n'y a pas des alternatives en fonction des décisions qui nous sont proposées ou voilà, donc je pense que cette confiance mutuelle, cette transparence, de se dire qu'on va avancer ensemble avec un même but qui est souvent d'apporter une solution à des patients, hein. On est quand même dans le secteur de la santé, donc c'est ce qui nous anime quand même. Et puis effectivement, on n'est pas des philanthropes néanmoins, donc on a tous en général un enjeu quand même de réussite. Mais c'est ce que souhaitent en général aussi les dirigeants, hein. Donc, par contre, il faut qu'on puisse être aussi aligné sur des perspectives de sortie, ce qui n'est pas toujours évident, des fois aussi à entendre. On arrive très tôt dans une aventure, elle vient de démarrer, hein, pour ce qui nous concerne, enfin, j'imagine aussi pour les autres fonds qui sont là aujourd'hui. Mais, et on demande déjà à l'entrepreneur de se projeter sur à quel moment on va quitter l'aventure, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais on a besoin de cette projection aussi par rapport à nos thèses d'investissement qui peuvent être voilà, de vouloir sortir à plus ou moins long court terme ou long terme, enfin un horizon bien précis. Donc c'est pour ça qu'on pose ces questions-là et il faut qu'on soit aussi aligné potentiellement sur ce timing. Très bien, merci beaucoup, Élodie. On va passer donc à la suite de ce webinaire parce que la question aussi qu'on se pose, c'est en quoi est-ce important qu'il y ait un accompagnement technique à chaque étape? On l'a vu donc au départ, il y a plusieurs étapes dans la levée de fonds, mais il y a aussi, vous avez commencé à toucher du doigt le sujet, il y a aussi plusieurs étapes et des jalons techniques, des jalons réglementaires qui sont attendus par les investisseurs. Et pour vous, en quelques mots, pourquoi c'est important qu'une entreprise, une start-up dans la medtech ait un accompagnement technique pour chaque étape? Alors pour ce qui nous, je crois que on a évoqué, hein, le fait que cette phase d'instruction, c'est un travail fastidieux, surtout quand on est effectivement fonds leader ou parfois d'autres fonds vont s'appuyer sur notre propre instruction. On a tous, en fonction des typologies de fonds, plus ou moins de ressources. Pour ce qui concerne Calicide, ça reste un petit acteur, donc avec peu de ressources. Donc il faut essayer de mener à bien au maximum cette instruction dans des délais qui vont déjà voilà, convenir, on va dire, au timing d'une start-up et ce besoin de savoir si effectivement on va pouvoir les soutenir ou pas dans ce tour de table. Et puis, et en même temps, souvent énormément de sujets à aller creuser. Donc, au-delà du fait que c'est sans doute préférable aussi pour minimiser les risques et donner une meilleure connaissance, meilleure conscience des enjeux ou des roadmaps et des timings à prévoir et les budgets aussi à financer pour la start-up. Nous, dans notre posture d'investisseur, en tous les cas, c'est vrai que quand on voit que la roadmap réglementaire a été travaillée avec l'aide de tel ou tel conseil dont on connaît le sérieux, et idem pour la partie réglementaire, ou que au-delà de la partie, je dirais, réglementaire, propriété intellectuelle, sur le plan technique, effectivement, Oui. dans l'industrialisation du projet aussi pour pouvoir oui, monter en échelle, etc. Et qu'il y a déjà ces partenariats qui ont été identifiés. Voilà, moi, je sais qu'on accorde beaucoup de temps aussi sur quels sont les partenaires clés de ce projet, comment ils ont sécurisé ces partenariats, est-ce que c'est encore finalement fragile ou est-ce que ça a été bien cadré? Voilà, ça donne encore une fois, ça permet de nous rassurer aussi et de pas toujours aller complètement tout en profondeur parce qu'on ne pourrait pas faire des due diligence non plus sur toute la propriété intellectuelle de manière très approfondie, etc. Et on n'a pas des experts pays, vous voyez, en interne. Donc, c'est ça, c'est savoir ils ont été accompagnés par des experts dans leur domaine sur ces différents enjeux.
et la partie technique, en tous les cas d'industrialisation qui sera traitée par la suite, est important aussi. Oui, très bien. Alexandre et Guillaume, vous souhaitiez ajouter quelque chose, voilà, sur la nécessité, voilà, d'être accompagné techniquement et pour poser bien les jalons en corrélation avec les jalons que peuvent attendre des investisseurs. Bah, je pense que Elodie elle a bien résumé Oui. les informations, mais il y a aussi sur la confiance des données, il y a une meilleure. Souvent, quand il y a des datas qui sont générées avec l'accompagnement, il y a une meilleure rédaction des datas, reproductibilité aussi, confiance dans les résultats. Et aussi, le fait d'être accompagné, ça rend la société plus agile, ça évite d'embaucher en interne et justement de laisser ce travail à une tierce personne. Donc, s'il y a besoin de pivoter ou des choses comme ça, c'est vrai que ça rend la société un peu plus agile. Guillaume, on t'entend pas. Ce qu'il faut vérifier éventuellement, c'est quand vous choisissez un prestataire, demander avec qui il a travaillé, valider ses références. Est-ce qu'il a d'autres startups qui ont levé des fonds, qui se sont bien développés? Je pense que c'est important parce qu'on voit aussi tout dans les prestataires. Attention, que des gens sérieux et recommandables. Donc voilà, faites bien votre due deal, vous engagez. C'est sûr que c'est un gros plus du point de vue investisseur parce que à la limite, le risque technologique et technique, c'est celui qu'on acceptera le moins presque, sur lequel on acceptera le moins de se planter en tant qu'investisseur dans ces sujets-là. Pour nous, il ne va pas trop y avoir de surprise du fait de technicité de la production, de la fabrication, qu'il y a un risque de marché et où que le produit in fine ne marche pas, ne rende pas le service attendu dans son application, ok, mais qu'on n'ait pas réussi à développer ce qu'on allait vendre, ça c'est un vrai sujet, on serait vraiment pas content, quoi. Merci à tous les trois. Sauf Et si donc, c'est connu dès le début et qu'on l'a accepté, pardon, mais c'est important d'avoir un bon prestataire, effectivement, d'un point de vue investisseur, c'est un gros plus. Et au-delà du prestataire, ce qui vient renforcer souvent cette expertise et on va dire rassurer potentiellement les investisseurs dans la capacité à déployer ce projet, c'est effectivement dans les membres du board ou les advisors, que ce soit les boards scientifiques, boards stratégiques, c'est effectivement d'avoir des personnes qui ont eu eux-mêmes potentiellement à mettre un produit similaire, on va dire, sur le marché, qui ont eux-mêmes connu aussi les différentes étapes avec les difficultés qu'on peut rencontrer, les verrouilles qu'il faut lever. Donc ça vient souvent, on va dire, s'adosser à des prestataires effectivement experts et puis d'avoir dans le giron proche des fondateurs, des advisors, voilà, qui ont eu cette expérience industrielle ou cette expérience d'accès marché, etc., peut aussi renforcer, on va dire, notre confiance dans le projet. merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, et là, je vais laisser la parole à vous tous. Quel est le poids du réglementaire dans la valorisation d'une entreprise? Avec, on en a déjà parlé aussi un petit peu, mais le poids du marquage CE, etc. Quel est d'après vous? Moi, peut-être commencer, je pense que ça dépend vraiment des sociétés qui sont en question. Par exemple, sur un dispositif médical de classe 3, la valeur, elle est extrêmement grande, puisque souvent sur ce type de dispositif, une fois qu'elle est marquée, que ce soit la FDA ou le marquage CE, il y a une acquisition qui suit. Par contre, sur un dispositif de diagnostic où là, le marquage a moins d'importance et finalement, c'est l'adoption qui va être mise en valeur, l'adoption par les médecins. Là, du coup, c'est vraiment dépendant du type de dispositif et de l'utilité de ce marquage CE et de la difficulté à l'obtenir surtout. Est-ce que vous aviez donc quelque chose à ajouter? C'est très clair. Oui, c'est Très bien. clair. Donc là, oui, allez-y, Elodie.
Non, mais c'est sûr que globalement, la valorisation, plus une entreprise, une start-up est proche de son marché et Mm. donc a franchi ces étapes réglementaires qui entendent toute la démarche auprès de l'organisme notifié et pour avoir le marquage CE ou la FDA pour le marquage américain. Et on connaît aujourd'hui le goulot d'étranglement et les freins que rencontrent les startups dans ce domaine, mais il y a bien sûr dans cette partie réglementaire, toute la validation clinique qui est clé aussi, et donc cette capacité à bien avoir dimensionné les études pour avoir le recrutement, les partenaires de ces études, pour ne pas trop glisser dans le temps. Donc, tout ça fait que forcément, plus on avance dans ces jalons-là et l'atteinte de ces jalons, plus on gagne en valorisation. C'est ce qui fait que, ben, au démarrage, on a une valorisation qui doit être justement en accord avec, je dirais, ce degré d'avancement. Et c'est ce qui n'est pas toujours évident. Nous, on ne veut surtout pas dégrader la valeur et le travail qui a été fait par la start-up, mais on essaye d'amener une certaine conscience ou vigilance à la start-up en disant si vous êtes très haut aussi dès le démarrage, déjà, peut-être qu'elle ne va pas être acceptée cette valorisation parce qu'effectivement, vous êtes encore très loin de ce process de marquage, etc. Et puis derrière, il faut, s'il y a une autre levée de fonds qui est prévue à 12-18 mois et que vous espérez déjà avoir une valorisation rehaussée, il faut avoir ce qu'on appelle ces markups de valo. Donc, il faut avoir la possibilité de. Donc, si on part de très très haut, ben, ça veut dire qu'il va falloir voilà, prouver cette valorisation au cours des 12-18 prochains mois, enfin, ce gain de valeur. Donc, voilà, c'est tous ces poids-là qui sont discutés. Mais bon, en général, la question de la valorisation dans les phases pré-seed, seed comme nous, sur les tours de table dans lesquels on intervient, très souvent, il y a aussi bien sûr, on regarde ce qui a été fait, on regarde les budgets qui ont déjà été, les dépenses qui ont été allouées, mais souvent il y a une réflexion qui est faite aussi par rapport aux dirigeants de se dire, bon, bah, je veux pour le montant recherché, je veux me diluer à pas plus de X%, et ça peut donner déjà une estimation aussi de la valorisation. Ça se fait aussi comme ça. Merci Elodie. Donc là, on commence à toucher du doigt de plus en plus voilà, le lien étroit entre le volet de l'investissement, le volet du réglementaire et donc le volet technique. Et Oui. donc là, je vais laisser la parole donc à Christophe pour qu'il nous explique la mission d'un sous-traitant hein, dans le Oui. processus de levée de fonds. Christophe Moreau, Oui. je t'en prie. Oui, oui, merci Laetitia. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tu pourras peut-être également présenter le village, puisque en fait, on s'est tous présentés, et je pense que c'est Oui, important aussi de présenter le village dans l'accompagnement. à tous les auditeurs et te présenter également dans la mesure où tu animes ce webinaire avec brio. Donc, juste quelques mots rapidement pour continuer la discussion hein, sur les investissements et les levées de fonds des startups, mais quelques mots rapidement sur le travail que peut faire donc une CDMO, hein, un terme un petit peu technique par rapport à l'accompagnement qu'on peut proposer en tant que sous-traitant. Donc une CDMO, qu'est-ce que c'est en fait? Une CDMO, donc c'est une société qui intervient donc sous contrat pour développer, fabriquer un dispositif médical. Donc c'est beaucoup utilisé aujourd'hui, on en parle beaucoup surtout dans le pharmaceutique, mais on commence à l'utiliser également dans les medtech. Nous, chez Systeo, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on propose à nos clients qui sont essentiellement des startups. Et donc, on intervient sur le design, sur la conception, sur les specs, hein, depuis le début, la définition des specs, l'industrialisation, la fabrication et le réglementaire. Par rapport à tout ce qui a été dit juste avant, effectivement, on voit l'intérêt hein, qu'il y a de travailler ensemble avec les startups, enfin d'aider les startups hein, dans les démarches de levée de fonds, parce que, bien entendu, il y a pour une start-up, il y a beaucoup d'inconnus hein, pour mener à bien son projet et arriver jusqu'à la commercialisation, hein, qui est en fait qui est le marché, qui est le Graal, on va dire, pour la start-up, puisque c'est d'amener son produit sur le marché, de le commercialiser, de le vendre. C'est bien entendu ce qu'attend un investisseur. Donc, une CDMO comme Systeo va permettre de pouvoir budgétiser et déjà
permettre d'évaluer les levées de fonds nécessaires pour arriver jusque sur le marché, définir déjà des premiers prix de revient qui sont importants par rapport au prix marché, au prix de vente qui va pouvoir être réalisé. Et c'est tout l'accompagnement en fait qu'une CDMO, qu'une société comme Sisteo peut apporter en fait pour les startups. Donc, les questions qui se posent et que l'on nous pose, c'est également pour ça que on, on a imaginé et on a souhaité faire ce webinaire aujourd'hui. On a tout un tas de questions qui sont posées par les startups, en fait, quand on doit développer un- un dispositif médical, même si effectivement le chemin technique, enfin il existe plusieurs chemins pour arriver au développement final, mais c'est bien d'en avoir un, c'est bien d'en proposer un, c'est bien effectivement de pouvoir travailler avec des gens qui vont pouvoir supporter ça, et on a toute une liste de questions qui vont se poser, notamment sur le dispositif qui va être réalisé. La première question, c'est qu'on est souvent dans l'innovation, dans les technologies de rupture, on a entendu ça pendant ce webinaire. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que déjà le dispositif médical peut être fabricable, c'est la première question, la faisabilité du dispositif. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser les temps et les coûts de développement. Alors déjà d'une part pour que la start-up puisse déjà se focaliser sur sa problématique première qui va être la mise sur le marché de son produit, la commercialisation de son produit, et puis souvent pouvoir se focaliser aussi sur la pathologie médicale, sur les aspects plutôt cliniques qui relèvent de la responsabilité de la start-up. Également, donc, pour aller plus loin sur les coûts, donc être en mesure, comme je l'ai dit avant, de fournir des budgets exhaustifs, autant que possible, et notamment sur un volet qui est très important, qui est l'industrialisation, qui est un très gros morceau, puisque faire des prototypes, c'est une chose, mais ensuite pouvoir les fabriquer à grande échelle, c'en est une autre, et c'est une étape qui est très importante, et également que les investisseurs, Elodie l'a cité, les investisseurs sont très sensibles à cet aspect-là. Et ensuite, également, quand on arrive sur le marché, on doit avoir un prix de revient qui soit en cohérence avec un prix de vente, puisque bien entendu, on a un marché, on a un business à réaliser. Et c'est également ce que les investisseurs vont attendre, donc le marché et puis la rentabilité de la société. Ce qu'on va également pouvoir faire en support aux startups, c'est constituer une équipe pluridisciplinaire d'experts autour de la table, que ce soit des experts techniques, des experts réglementaires, experts cliniques, experts en pays, pour pouvoir accompagner la startup, pour amener son dispositif sur le marché. Et puis, donc, dans les grandes étapes du cycle de développement, on a bien entendu une étape importante qui est déjà les réalisations des premières maquettes, voire premiers prototypes. Pour aller jusqu'au lot clinique, passer également, supporter les audits devant les organismes notifiés, et puis ensuite la capacité de monter en production. Et dans ces grandes étapes, le CDMO va pouvoir rapporter déjà un rôle de conseil, de par l'expérience des différents développements qui ont pu être réalisés par le passé dans la société. On parlait tout à l'heure, Guillaume parlait tout à l'heure de référence. C'est vrai que c'est important à la fois quand la startup sélectionne son partenaire, de regarder quelles sont ses références, pour qui il a pu déjà travailler, quelle société il a pu accompagner, pour qu'il ait déjà une expérience dans le domaine et pouvoir en faire bénéficier la startup. Du coup, sur les aspects conseils, mais ensuite sur les aspects opérationnels en tant qu'exécutant, et puis, on va dire, entre les deux, pour apporter une expérience technique, donc globale, on va dire, et puis également dans l'interprétation des normes, des exigences réglementaires, et puis également des exigences qui viennent de la directive européenne.
Et donc, on va peut-être passer, Christophe, au cas Oui, d'application, justement. oui, oui, oui. Euh, donc là, vous avez un cas d'application, donc pour se dire, voilà, toutes les étapes techniques qu'il peut y avoir, et donc en corrélation, bien sûr, rien n'est figé, mais en corrélation, les étapes, en fait, qui peuvent être des potentiels levées de fonds. Donc Oui, là, je vous laisse en prendre oui. connaissance et prendre la parole chacun. Peut-être que toi, Christophe, Alors, tu vas déjà oui, expliquer voilà, oui. les éléments techniques. Je vais commencer sur la partie technique et puis après, Hum. je laisserai Laetitia, Alexandre et Guillaume commenter un petit peu les différents jalons au niveau investissement. Pour le côté technique, les grands jalons du développement du DM, alors je dirais même en amont de prototype, bien entendu, on a la partie définition des spécifications, toute la partie conception, design, pour arriver aux premières maquettes, premiers prototypes fonctionnels, avec suivant différentes versions. Ensuite, on va pouvoir faire un design pour la fabrication, pour préparer toute l'industrialisation. Ensuite, on va passer en transfert et industrialisation, vérification de la conception du dispositif. Et ensuite, on va aller vers les essais cliniques qui aujourd'hui sont de plus en plus nécessaires depuis l'entrée en vigueur du MDR, avec une soumission auprès de l'organisme, la fabrication et la montée en puissance de la production. Tout au long de ce protocole technique, on va dire, on a la constitution du dossier technique avec des étapes importantes qui sont au départ déjà la classification du DM, la stratégie réglementaire qui est très importante puisqu'en fait c'est ce qui va permettre de définir comment on va accéder aux différents marchés, aux différents pays, aux différents patients, à différentes populations. Donc c'est bien entendu primordial. Le poids du réglementaire par rapport à la slide de tout à l'heure veut dire que c'est la porte vers l'accès marché. Les aspects cliniques, à savoir si on a besoin ou non de réaliser une étude clinique ou est-ce qu'on peut encore passer sous une évaluation, et également de nouveau en fonction des marchés, puisqu'aujourd'hui, on a une grosse différence entre le marché européen et le marché américain, par exemple, où aujourd'hui, on a des DM qui peuvent être commercialisés sans études cliniques sur le marché américain, alors qu'en Europe, on est quasiment aujourd'hui, comme je le disais, on a besoin quasiment d'une étude clinique systématique. Et puis, bon, bien entendu, la soumission réglementaire à l'organisme notifié qui va être le Graal, l'obtention de l'homologation pour la mise sur le marché. Je laisse Elodie, Alexandre et Guillaume commenter un petit peu sur leur intervention par rapport à ces différents jalons. Merci, Christophe. Encore une fois, là, les chiffres qui vous sont mis en bas et les stades d'intervention, c'est du non contractuel. Ça dépend vraiment du projet, de ce sur quoi on est, de l'implantable, du diagnostic. Voilà, tout va être différent, mais bon, il fallait se prêter à l'exercice, il fallait quand même mettre des choses. Donc, il y a ces chiffres et ces stades d'intervention qui sont posés. Euh, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion de vous n'allez pas lever tout l'argent dont vous avez besoin pour tout votre projet tout de suite. Il faut vraiment réfléchir par phase, en fait, dans le développement de votre projet. Et vous allez être en capacité de trouver différents acteurs avec des tickets différents en fonction des stades sur lesquels vous vous situez. Donc, pour revenir à ce que disait Elodie tout à l'heure, quand vous voyez un fonds à qui vous vous adressez pour la première fois, posez-leur la question par rapport à vous, votre projet, quel serait le stade d'intervention auquel ces gens-là ont l'habitude d'intervenir. Donc, si vous êtes sur votre projet, c'est de développer un dispositif implantable dans le cœur. Est-ce que le fonds que vous allez avoir, il est là plutôt sur des précliniques, sur des premiers essais cliniques?
Ça, c'est les premières questions que vous pouvez commencer à poser. C'est sûr que sur ces sujets-là, les premières levées de fonds, on parle tout de suite en millions d'euros, on ne parle pas en centaines de cas euros. Pareil sur des plateformes de développement de thérapie, sur certains domaines, voilà, votre précide, il est tout de suite à 2-3 millions d'euros. Voilà. En revanche, c'est pour ça que les chiffres et les stades ne veulent pas forcément dire grand-chose ici. Ça dépend vraiment de votre produit. Et du coup, quand vous allez voir, en revanche, là où c'est intéressant, c'est quand vous allez voir des investisseurs, demandez-leur par rapport à votre produit, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'investir et combien. Merci Oui, Guillaume. Allez, je- merci Guillaume. Allez-y, oui. Élodie. Oui, si je peux rebondir, c'est tout à fait vrai, hein. Je suis complètement d'accord avec Guillaume. Je préciserai peut-être juste deux points dans cette réflexion, effectivement, donc de questionner les acteurs, les investisseurs auxquels vous vous adressez pour savoir effectivement quel est leur positionnement dans ces grandes phases et les tickets et le degré de maturité attendu. C'est important. Je l'évoquais tout à l'heure. Je pense que dans cette réflexion aussi, parce que c'est pas un exercice facile, hein, de savoir aussi de travailler ce dimensionnement, ce budget, comment on le découpe, combien on a besoin. Il y a plusieurs questions pragmatiques aussi à avoir. Il y a effectivement, dans la pratique, on le voit. Moi, je vois des startups qui me disent, ben, au début, on voulait lever 2 millions d'euros parce que effectivement, c'était ce qu'il nous fallait pour arriver à tel jalon et cranter suffisamment notre projet. Et ça nous permettait de ne pas refaire des tours de table tous les 6 mois. Oui, sauf que dans la réalité, en tous les cas, à date, avec le contexte qui est relativement quand même compliqué pour lever de l'argent. Je vois souvent, moi, des projets qui reviennent vers moi parce que justement, je leur disais qu'on n'était pas dans notre thèse d'investissement avec un tour de table revu à la baisse parce que nécessité aussi, quand ils ont échangé avec des investisseurs, de dérisquer un petit peu plus ou de cranter un petit peu le projet, avec parfois effectivement une enveloppe de 500, 800 000 euros, qui permet quand même d'atteindre un jalon qui va être demandé avant de lever plus. Donc il y a quand même cette réalité aujourd'hui qui fait que parfois on est obligé de découper un peu plus que ce qu'on aurait aimé. Il y a ce point-là auquel il faut tenir compte. Et puis le deuxième point, c'est que parfois, effectivement, on se rend compte que pour atteindre telle phase, ça nous semble intéressant de se dire ben, on va aller jusqu'à une validation clinique pour après obtenir le marquage CE, etc. Il nous faut tant un besoin en financement. On va réfléchir entre la part en equity, la part en non dilutif, etc. qu'on peut avoir avec les différents leviers de BPI France et autres mécanismes non dilutifs. Mais souvent, après, il y a cette question qu'on abordait tout à l'heure sur la valorisation et la part qu'on est prête à céder aussi en termes de capital. Et il est vrai aussi que si on est sur un projet qui est quand même assez early et donc on ne peut pas arriver avec des valorisations non plus complètement démesurées ou qui ne colleraient pas à la réalité de la maturité du projet ou des volontés des investisseurs, parfois on va se dire il va falloir, vaut mieux qu'on lève peut-être un petit peu moins, au risque sinon d'être dilué tout de suite à 40%. Donc, il y a vraiment, je pense vraiment, dans tout ce travail-là, enfin, moi, la seule chose, c'est que c'est effectivement de voir, selon ces jalons techniques, quels sont les besoins en financement. Ensuite, de bien réfléchir aux acteurs, effectivement, concernés, de voir aussi, par rapport à la valorisation et la part de capital qu'on est prêt à céder. Et voilà, tout ça peut donner aussi ou aider. C'est un peu du tâtonnement parfois, mais dans cette stratégie de financement. Juste pour revenir juste sur un point que tu disais, on voit des projets effectivement assez souvent qui n'arrivent pas à lever, qui cherchent à lever 2 millions, qui n'arrivent pas, et qui reviennent nous voir en nous disant oh, finalement, j'ai besoin que de 500 000 pour passer la première étape. Ça n'envoie pas un bon signal. Donc, alors je suis plutôt assez partisan de vous allez voir assez rapidement les gens, les fonds, les clients, enfin, il faut vous confronter au marché le plus tôt possible, peu importe leur stade de développement, comprendre les gens, avoir le regard, vous avez des feedbacks, c'est super. Mais vous avancez pas trop sur les montants quand vous faites des premiers rendez-vous. Justement, essayez plutôt d'aller gratter de l'information et après revenez avec quelque chose qui vous semble réaliste
à pouvoir récupérer en termes de somme pour pouvoir passer les premières étapes. C'est quand même assez touchy, ce sujet du montant, et de revenir voir des gens ensuite en leur disant finalement j'ai besoin d'un peu moins, parce que vous dégradez la confiance quand vous faites ça. Le message que vous envoyez, c'est j'y suis pas arrivé, donc personne croit en moi, et donc vous êtes quand même super, vous allez me faire, vous allez avoir confiance en moi. Voilà, c'est un jeu vraiment très dangereux. Donc il y a une part de chance aussi, sûrement à ce stade-là. C'est vrai que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Comment on arrive à calibrer ce bon montant et ces premières étapes. Là encore, trouver des gens qui ont connu ce parcours, des bons partenaires techniques qui ont accompagné les boîtes, qui aussi pourront vous faire des retours sur des choses qu'ils ont vues. Voilà, un board, être bien entouré d'entrepreneurs, ça peut aider aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très sensible sur ce point, et rien que ça peut vraiment vous griller votre projet. Faites attention à ça. Et puis il y a aussi beaucoup d'informations sur Internet où justement on peut se comparer à des sociétés qui sont similaires à la nôtre et de se dire, bah voilà, eux ils ont levé tant pour atteindre tel jalon et suivre finalement les sociétés précédentes ou des concurrents pour savoir les montants levés. Parce que nous, c'est vrai qu'on va se baser sur ça aussi, donc Mm. autant utiliser les mêmes sources d'informations. Peut-être juste aussi un autre point, en France, il y a une particularité sur les fonds FNA. C'est vrai qu'après nous, je sais que c'est Supernova, on a un fonds FNA en seed. Et je pense que c'est important aussi de lever auprès de BA le plus possible pour arriver auprès des fonds, auprès des fonds FNA sans avoir levé avant auprès d'investisseurs professionnels. Parce que si vous avez levé une première fois avec des investisseurs professionnels, la majorité des fonds seed français ne pourront plus réinvestir. Donc c'est important de faire le maximum de dérisquage auprès d'investisseurs qui sont pas professionnels. Oui, ou des fonds comme Calicide. On va dire qu'on est un peu professionnel quand même, mais effectivement, on est souvent dans les co-investisseurs avec des BA ou des réseaux de BA. Effectivement, c'est là qu'on se positionne. Mais c'est aussi pour ça Ah, qu'est né Calicide. C'était justement pour pouvoir aussi proposer des structures, on va dire une certaine structure avec un process, voilà, qui peut être un peu différent des business angels, et surtout que quand Calicide intervient, on a le ticket de Calicide et non pas effectivement 15 ou 20 BA individuels. Donc mais ouais, voilà. on est dans cette famille-là, on va dire, en tous les cas dans ces tours de table-là. Et peut-être juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord sur le fait on a beaucoup parlé d'être convaincant, d'être en confiance et de donner confiance. Donc, quand moi, je vois des dossiers qui reviennent vers moi en disant finalement, je lève moins, c'est sûr qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Si je lève moins, mais finalement, en prétendant arriver au même jalon que ce qui m'a été présenté 2 mois avant avec le double du montant, c'est pas convaincant, hein, on va se dire que ça ne va pas. Si par contre, c'est effectivement plutôt suite à des remarques très, très réelles, hein, d'avoir échangé avec certains acteurs, certains fonds justement, qui se placent plus tard un peu plus en amont, en aval, pardon, et du coup leur disent on n'interviendra que si vous nous avez démontré la preuve ou avoir atteint tel ou tel jalon. Du coup, ils redimensionnent et ils se disent ok, alors pour atteindre tel ou tel jalon, finalement, avec ce montant-là, je devrais pouvoir y arriver. Et derrière, j'ai presque une assurance que je trouverai les fonds parce qu'ils se sont déjà positionnés, en cas de succès, bien évidemment. Donc, c'est sûr que c'est ce type-là, hein, que j'évoquais, et non pas de revoir son montant sans contrepartie ou sans réalité derrière. Mm. Mais l'exercice n'est pas simple, c'est ça qu'on peut peut-être dire aussi aux startups. C'est vrai que c'est pas forcément simple, donc ça demande d'être voilà, travaillé, structuré avec les advisors, avec des conseils, avec des acteurs, des partenaires industriels quand ils le peuvent. Donc, Très bien. Merci, merci à vous quatre. Eh bien, je vais en profiter parce que Christophe me l'a quand même souligné. Je me suis présentée très brièvement au départ. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le village Baïséa, donc on est un accélérateur de start-up. Moi-même, je suis basée en Franche-Comté, mais donc, on n'est pas le seul village. En fait, on est 44 à mailler le territoire en France et en Italie et au Luxembourg. Et on accompagne donc tout type de start-up et tout type d'activités, dont les activités MedTech pour justement, et ça on en a beaucoup parlé donc en cette fin de matinée, pour accéder
au marché plus rapidement, afin justement d'apporter les bonnes clés pour une structuration marketing commercial pour justement avoir l'idée, comme je reprends ce que disait Guillaume, trouver l'idée, le chemin le plus court pour accéder au marché en ayant bien sûr le soin de se confronter correctement au marché ou aux plusieurs marchés que l'on souhaite cibler. Et voilà, un exercice que l'on fait comme ce matin, c'est-à-dire des webinaires, des ateliers spécifiques, mais également des mises en relation avec des investisseurs, avec des experts techniques pour justement accélérer à chaque fois l'accès au marché, que ce soit sur le volet technique, sur le volet investissement ou sur le volet tout simplement connaître ses clients. Donc voilà ce que font les villages BayCA en France, en Italie, au Luxembourg et donc moi aujourd'hui en Franche-Comté. Eh bien, on va arriver donc à la fin donc, de notre matinée et on arrive à la session de questions-réponses. Donc, la session de questions-réponses, en fait, elle a déjà commencé. Et je commence par la toute première question qu'on a eue en tout début, puisque beaucoup de personnes ont déjà mis dans les conversations, dans le chat, quelques questions. Donc là, la première question vient de Mathieu, qui nous dit qu'en termes de calendrier, à quelle échéance on atteint les 12 participations? Et si la première rencontre a lieu trop tôt, est-ce qu'il y a un risque de griller, entre guillemets, le projet où les investisseurs peuvent être ouverts à poursuivre les échanges plus tard? Deux questions en une. Qui souhaite prendre la parole? Bah, je pense que les 12 participations, c'était pour Calicide, non? Tout à fait, exactement. Ça Ah, bah concernait alors, j'allais Calicide, poser la c'est le question parce 10. que j'allais dire. Ah, pardon, parce que justement, je me dis, Oui, mais de quelles 12 c'était pour toi, Élodie. participations? Ah oui, ok, d'accord. Alors, pour moi. Alors, nous, on va normalement, d'ici la rentrée, on sera à peu près à 6, donc on aura à peu près atteint la moitié. Donc, voilà, on se laisse encore une bonne année, une année et demie, ça va dépendre un petit peu du rythme. Là, on est sur un rythme assez soutenu. On a finalement plutôt. Voilà, on va arriver, je vous dis, à signer à peu près 6 participations là d'ici l'été, enfin pendant l'été ou à la rentrée. Donc on se laisse voilà encore un an, un peu plus d'un an pour identifier nos autres participations. Mm. Et donc, on a une question donc, de Philippe qui suit. Donc, quel est le chiffre visé pour être assez gros pour justement prétendre donc aux premières levées de fonds? Pour être Je crois que c'était- Ou celle ensuite, quel est le chiffre visé? Alors vous parlez peut-être en termes de valorisation là ou de Eh bien, chiffres? justement, Philippe, si vous souhaitez prendre la parole et agrémenter un peu votre question, vous êtes le bienvenu. Parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça pour l'instant. Philippe, vous êtes là? Philippe Poriol? Il est indiqué en chiffre d'affaires à viser sur le chat. Très bien, merci. Ah, Ah, pardon, oui, il y avait écrit visé, oui, ça, à viser. D'accord. c'était peut-être par rapport à la remarque de Guillaume sur le fait qu'effectivement les investisseurs attendaient quand même à ce que ce soit le marché adressé soit suffisamment conséquent. Et donc peut-être les perspectives de chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça s'adressait peut-être plus à. Bah, c'est une question, je sais pas, de logique, de mathématiques. C'est quoi est-ce qu'un marché, je vais retourner la question, je pense qu'est-ce qu'un marché de 5 millions d'euros, c'est gros pour. Ben, si vous n'avez pas de réponse à cette question ou si vous pensez que c'est gros, je pense que vous avez un gros problème et vous aurez beaucoup de problèmes à développer. Donc, pour moi, c'est des évidences, en fait, que sur des tailles de marché, c'est à mettre en phase d'investissement, encore une fois, à mettre en face, mais pour développer une medtech et passer par du financement de capital risque d'investisseurs, il faut pouvoir montrer que des phases early stage, quand quelqu'un va investir,
il sera capable de gagner 10, 15, 20, 100 fois la mise qu'il aura mise au départ. J'ai pas de chiffre, mais on parle de très hauts retours sur investissement, donc de valorisation qui doivent monter de manière très forte. Et pour qu'un acquéreur achète une entreprise à terme qui ait cette valeur, eh ben, ça veut dire que son produit doit pouvoir se répliquer sur des marchés immenses derrière. Donc c'est du bon sens économique. Si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas capable par vous-même de répondre à cette question, euh, c'est que vous manquez sûrement de quelqu'un autour de vous dans l'équipe pour prendre plutôt cette dimension-là et ces discussions avec les investisseurs. Donc on a est-ce que voilà, ça a répondu à vos questions sur ce sujet? Je passe à la suivante, on en a quelques-unes. Est-ce que je peux avoir votre avis donc sur le partage de propriété intellectuelle avec des tiers avec une licence exclusive, comme des établissements de santé, par exemple? Bah, peut-être juste pour Je peux répondre, préciser, je pense. pardon, excusez-moi, je peux préciser ma question Je si vous en vous prie. souhaitez. Oui, si vous le souhaitez. Donc, Luc Lepape, je représente le CHU de Brest et un tiers-lieu d'expérimentation, c'est-à-dire que on accueille des startups et on fait de la co-conception avec ces startups. Et souvent, notre question, c'est est-ce on souhaite avoir de l'API ou est-ce qu'on veut libérer cette API pour la startup et on se rémunère d'une autre façon? Voilà pourquoi l'objet de ma question. Merci pour les précisions. D'une manière générale, c'est vrai qu'on est dans des projets santé. Il y a très souvent une part d'innovation qui vient d'un laboratoire académique ou voilà, d'un centre hospitalier. Enfin, on est assez souvent face à ce sujet où la propriété intellectuelle n'appartient pas. Le brevet, en tous les cas, initial, n'appartient pas forcément à la start-up. Par contre, effectivement, ce qu'on regarde, c'est s'il y a bien une licence d'exploitation qui a été négociée, le territoire et l'exclusivité. Et puis, dès lors qu'il y a des partenariats qui sont en cours, au-delà de la partie, on va dire, création, et qui souvent a donné lieu à l'accès à la propriété intellectuelle, on va dire initiale, dès lors qu'on peut générer encore de l'API dans le cadre d'une collaboration. Nous, ce que l'on va regarder, c'est effectivement la nature de ce contrat et ce qui est stipulé, et notamment qu'il y a la possibilité de réserver, enfin que c'est déjà acté, que l'exploitation sera donnée à l'entreprise contre un système potentiellement de rémunération, de redevances, etc. Donc, même s'il y a un partage de propriété intellectuelle, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait bien un droit d'exploitation qui est déjà acté, on va dire, avant même que la propriété intellectuelle et que les résultats aient été générés. Mais que dans ce partenariat, on est déjà bien prévu cette modalité. Je pense que le plus important, c'est que ça soit équitable entre la société et l'établissement de santé Mm. et que ça ne bloque pas un futur acquéreur aussi. Mm. C'est que les termes soient déjà bien définis en amont d'une acquisition. Sur ce sujet particulièrement, je vais vous renvoyer sur un livre blanc qui a été coécrit par des investisseurs et des académiques et des SAT, des organismes de transfert de technologie, qui a été sous l'égide de BPI France, qui s'appelle du labo à la start-up, dans laquelle vous aurez un certain nombre de bonnes pratiques pour justement sur ce sujet en particulier. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. Et donc, est-ce que vous avez des critères d'impact au-delà de la valeur créée? Donc, vous avez des échéances de On sortie suit fermes. on suit les critères d'impact ESG sur toutes nos sociétés. On a des rapports en ce sens. Donc, c'est sûr que c'est des critères qu'on suit. Et en termes d'échéance de sortie ferme, il y a toujours souvent des rendez-vous dans les pactes au bout de plusieurs années où en fait l'ensemble des actionnaires se réunissent pour essayer de vendre la société. Nous, je sais c'est des fonds qui sont sur 10 ans plus une année, donc maximum 12 années. Il faut qu'on soit sorti avant 12 ans après le début du fonds. Donc sur une société qui a été investie au bout de 5 ans, c'est 7 ans. Ça dépend
du niveau du fonds. D'accord. Oui, bon, ça, c'est effectivement la réponse que tous les investisseurs vous feront. En fait, effectivement, il faut sortir. Maintenant, sortir, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est pas toujours la session. Donc, voilà, on peut c'est- partir du principe que le projet doit se développer, il doit se développer relativement vite. Un chronomètre qui tourne là, quand vous faites rentrer un investisseur, qui fait qu'en fait, vous êtes plus dans un mode où vous pouvez prendre votre temps, non, parce que vous devez créer beaucoup de valeur le plus rapidement possible. Après, quand vous créez de la valeur et que le projet se développe, des solutions de financement, il y en a, il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir. Donc, faut pas tellement réfléchir au but ultime. Il faut rester concentré sur votre développement et la création de valeur que vous allez apporter le plus rapidement possible. Très bien, C'est ce qui merci. permettra de générer des opportunités de liquidité. Merci Guillaume. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, peut-être juste parce que enfin, si on parle d'impact, effectivement, on a parlé des critères ESG. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, en tous les cas, même dans les premières phases de financement, premier tour de table. Nous, alors on va pas attendre à ce qu'il y ait déjà toute une politique RSE, ESG, etc., qui soit, mais malgré tout une sensibilité et puis déjà prise de conscience, effectivement, de tous ces enjeux-là, parce qu'on sait justement que dans les tours de table suivants, et notamment des fonds VC, que ça va être regardé et de plus en plus regardé et étudié, analysé. Donc, on essaie de sensibiliser les startups si elles ne le sont pas. Très souvent, elles le sont maintenant parce qu'effectivement, dans nos métiers et puis dans les sources de financement non dilutif, ne serait-ce que le concours iLab, où la plupart des startups passent par ce concours, il y a même déjà là un chapitre, on va dire, à écrire sur cette approche impact environnemental, RSE, en termes de gouvernance, etc. Donc ça les sensibilise et parfois ça les amène à être aussi conseillés justement par des sociétés ou des experts spécialisés dans ces thématiques-là. Donc voilà, c'est juste pour faire le petit point sur ces notions-là qui sont importantes. Effectivement, on a parlé beaucoup de la technique, du réglementaire, du marché, etc. Mais ces critères RSE sont importants. Merci à vous trois. On commence à atteindre les questions techniques cette fois-ci liées en corrélation donc, avec les levées de fonds. Est-ce qu'une certification 13 485 est un jalon attendu par les véhicules d'investissement? Et C'est c'est obligatoire, on va dire. C'est en c'est pas général. quelque chose qui fera qu'on prendra une décision d'investissement, effectivement. Ça fait partie juste des choses à faire, quoi. Ouais. Alors, sur le pré-seed et le seed, peut-il avoir lieu avant le démarrage des études précliniques ou à minima cliniques? C'est souvent le cas, hein. Oui. Oui, alors si on prend, effectivement, ça dépend encore une fois des projets, notamment si on met les medtech ou enfin, les biotech de côté. Mais pour ce qui nous concerne, effectivement, on est très souvent qualifié, on intervient. Quand on parle justement de levée de fonds, on demande toujours l'usage de ces fonds, hein, quels sont les objectifs, effectivement, les jalons à atteindre et la répartition entre vos frais de R&D, vos frais réglementaires, etc. On a à peu près une répartition avec un pourcentage. Et souvent, nous, notre mission, ça va être d'accompagner et de financer la start-up justement pour atteindre ces jalons de phase clinique. Donc, si c'est une biotech, ça va permettre souvent d'arriver en préclinique réglementaire. Et dans le cadre de MedTech, on va plutôt être sur l'atteinte. Ça permet souvent d'atteindre, encore une fois, hein, faut être vigilant sur le type de dossier, mais ça peut permettre d'atteindre le marquage CE. Et donc, ça veut dire d'avoir réalisé la validation clinique.
Très bien, merci. Encore deux questions. Donc la prochaine, c'est que pensez-vous du crowdfunding? Est-ce que cela peut être un point négatif pour un fonds d'investissement si la société a réalisé un crowdfunding avant la levée de fonds? De toute façon, à partir du moment où c'est bien cadré, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les VC. Il faut juste que ça soit bien cadré, que ça soit rassemblé dans une holding, qu'il y ait moins de soucis au Oui, niveau si de vous la travaillez trésorerie. avec un acteur réputé du domaine, a priori, il n'y a Oui. pas de sujet. Au contraire, ce qui est important, c'est que ça vous ait permis d'avancer sur votre produit. C'est surtout ça. Enfin, c'est que là, c'est que vous avancez dans votre roadmap et que vous avancez bien. Après, très sincèrement, on en voit très peu seul au début des plateformes de crowdfunding. C'est pareil, ils tendent pas forcément à tout financer. Et ce sens-là, où on peut se dire qu'il y a peut-être un petit warning, c'est de se dire si c'est le seul acteur qui a accepté de regarder le sujet et de vous accompagner, il y a peut-être un sujet autre qui peut envoyer un message pas forcément super. Voilà. Crowdfunding, pourquoi pas? Oui, très bien, mais essayez toujours de compléter avec des gens pertinents dans votre secteur d'activité. Ça peut être des professionnels de santé, ça peut être d'autres entrepreneurs de tissus similaires voilà, ou des business angels, mais essayez quand même de pas prendre de l'argent que pour prendre de l'argent sur un tour de table, mais aller chercher quand même une petite expertise en plus qui vous permettra d'avancer, mais surtout vous donnera un peu de légitimité sur le tour que vous avez constitué. Alors, la première question concerne le village BASCA. À quel stade est-ce que l'on intervient au village BASCA? Alors, normalement, on intervient donc en phase d'accélération une fois que donc, les phases de projet, d'incubation sont passées. Il faut bien entendu que l'entreprise soit immatriculée. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour qu'elle intègre un village, il faut qu'elle soit immatriculée géographiquement au village à laquelle elle est rattachée. Maintenant, sur le medtech, voilà, j'ai plutôt des positionnements différents suivant le type de produit qui va être développé. Si on est sur un type de produit voilà, d'accompagnement du médical avec du numérique, des applicatifs, là, il est clair qu'on va attendre les tout premiers signaux de marché et les premiers clients pour rentrer la startup. Maintenant, quand on va être sur quelque chose voilà, de plus avec de la recherche, de la deep tech, où les clients, c'est pas encore pour tout de suite, on va déjà se référer à tous les éléments techniques qui ont pu être mis en place, les accompagnements techniques. S'il y a eu peut-être un pre-seed ou un seed et voir comment ça s'est réalisé et voir s'il y a des signaux faibles du marché. Et c'est ça qui va donc qualifier si vous êtes prêt ou non à rentrer donc au village BAICA. Voici les éléments. J'espère que ça répond à votre question. Et donc, une autre question qui vient d'arriver à l'instant. Quelle différence faites-vous entre une certification médicale hardware et software en tant qu'investisseur? Type algorithme de traitement d'imagerie, par exemple. Est-ce que le software est pour vous moins intéressant ou est-ce qu'il n'y a aucune différence? Plusieurs questions dans cette question. Je crois qu'il y a une question de thèse déjà aussi, effectivement, dans les typologies de projets sur lesquels on se positionne. Pour ce qui concerne Qualicide, effectivement, nous, on s'intéresse aussi au DM numérique, finalement, et donc ces applications numériques santé. Par contre, on va regarder dans notre portefeuille un certain équilibre. Donc, on a effectivement 50%, on a dit à peu près, de nos opérations qui auront une composante industrielle, donc plutôt en tous les cas avec du hardware. Et donc, voilà, pas de 100% numérique santé, mais pas 100% hardware non plus. Donc, il y a pas, voilà, c'est moins intéressant, pas intéressant. Je pense que c'est une question déjà de positionnement en fonction des fonds. Et pour ce qui me concerne. J'aurais tendance à dire que le hardware est plus ce sur quoi on va naturellement, puisque le software
C'est difficile derrière d'avoir des barrières à l'entrée suffisamment fortes, ce que sur le médical, le marché médical de manière classique, vous avez avec les certifications, les brevets, etc. Quand vous développez un produit sur le hardware, c'est beaucoup plus compliqué à défendre. Et donc, c'est sûr que c'est un sujet qui, paradoxalement, est peut-être un peu moins regardé, financé par les fonds dits santé. Du coup, il y a un espèce d'entre-deux sur ce marché. Vous n'avez pas vraiment les fonds santé, ils vont pas vraiment. Les fonds de logiciels hardware classiques de software B2B, ils vont pas vraiment. Enfin, sauf si vous avez un projet vraiment exceptionnel et avec beaucoup d'ambition, un très gros marché, voilà, vous rentrez dans des cases pour ces gens-là. Mais quand vous êtes dans un peu un entre-deux sur un DM, sur un logiciel qui n'est pas sur un énorme marché, qui va cibler quelques indications, là je vois par exemple, on va fleurir beaucoup de sujets dans le diagnostic IA sur plein d'indications différentes. Donc, on voit autant de projets qu'il y a d'indications. Sauf qu'à chaque fois, c'est bien, il y a une super techno, mais on s'adresse à deux, trois pathologies. Petit au final, et donc on voit pas trop quelle est la valeur qu'on va pouvoir créer à terme. Parce que ça reste quand même compliqué, tout aussi compliqué finalement de les mettre sur le marché, d'aller les vendre, d'aller les placer dans les établissements de santé, etc. Surtout quand on touche à des sujets d'IA, il nous faut tout de suite beaucoup de bases de données. Il y a beaucoup d'enjeux spécifiques qui font que c'est pas plus simple de lever parce qu'on est un software dans le médical, presque même au contraire, quoi. Oui, il y a effectivement, en tous les cas, il y a une grille de lecture qui est différente aussi sur les enjeux en termes d'accès marché, d'interopérabilité. Enfin, il y a des questions vraiment et des sujets qui sont propres à ce volet numérique, effectivement, qui est différent en termes de protection, en termes de barrières à l'entrée. Et souvent, quand on parlait tout à l'heure de timing, il y a souvent un enjeu de timing, d'accès marché pour garder, on va dire, ce temps d'avance ou ce temps d'avance qui a été fait sur la base de données, les data, parce qu'on se dit toujours qu'effectivement, un gros player peut faire la même chose, peut-être en peu de temps avec les ressources qu'il a. Donc, voilà, c'est d'autres questions mais pour ce qui nous concerne, nous, on n'écarte pas ces projets-là, mais en espérant que derrière, effectivement, il y ait des investisseurs qui se positionnent pour la suite. On n'écarte pas du tout non plus, hein. On est chez Glimmer, chez Elifen, chez d'autres acteurs comme ça, Ouais, PC c'est ça. Donc, médical. Enfin, voilà, on a plein de sujets autour du logiciel. C'est juste qu'après, c'est pas forcément les sujets, encore une fois, je disais juste, qui ont plus le vent en poupe pour la santé, mais généralement, les gens on regarde vraiment. Nous, on regarde aussi, mais si la barrière à l'entrée elle est plus sur le marquage chez les études cliniques, on va plus regarder avec notre fonds SID et série A. Et lorsque la barrière à l'entrée elle est plus au niveau de l'adoption, on va plus regarder avec notre fonds Light. On a notamment investi dans Glimmer. Donc, c'est vraiment deux thèses d'investissement différentes en fonction de deux fonds qui sont complètement différents. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions pour l'instant dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitaient donc poser d'autres questions et qui sont parmi nous, chers auditeurs? Non. Eh bien, écoutez, il est peut-être temps de conclure. Donc, Thomas, tout d'abord, merci. Merci à nos intervenants. Merci Elodie Panier de Calicide. Merci Alexandre Cordier de Supernova Invest. Et merci Guillaume Blanchet de UI Invest. Et merci aux co-organisateurs Christophe Moreau de Systéo Médical qui nous avons co-organisé ensemble et fait cette proposition avec le village Baïséa Franche-Comté pour vous proposer donc ce webinaire ce matin avec ces échanges. Ah, je vois quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir le PowerPoint? Oui, bien entendu. Nous vous le transmettrons. Vous aurez également la vidéo qui sera dans quelques jours disponible sur les réseaux, sur YouTube, donc du village Baïséa. Et donc pour conclure,
Tout d'abord, voilà, on a remercié tout le monde. On sent bien que ce qui est important pour vous tous, c'est qu'il y ait une équipe qui soit complémentaire, une équipe qui démontre qu'elle exécute, qu'elle a des capacités justement dans l'exécution. Il y a aussi une histoire de confiance. On en a beaucoup parlé de la confiance. On a parlé de la confiance, bien sûr, au projet, de la confiance aux équipes. Et on a parlé aussi de la confiance mutuelle avec les investisseurs. Et après, donc, on a continué à aller sur les éléments techniques, comment on pose les jalons techniques, comment on met en corrélation les jalons des levées de fonds. Est-ce qu'on a des réponses, voilà, est-ce qu'on est blanc ou noir? Non. On voit bien que ça dépend des projets. On en a parlé donc en cette fin de session, si on est du software, du hardware, mais qu'avant tout, c'est suivant sur la thèse du fond qui a été interpellée. Euh, donc nos intervenants, est-ce que vous souhaitez vous aussi voilà, faire part de cette conclusion et apporter voilà, votre vision sur cette fin de matinée que nous venons de passer ensemble? Je me permets de commencer. En tout cas, merci au village également. Merci Laetitia hein, pour l'animation de ce webinaire. Hein. C'est vraiment top et les discussions étaient très intéressantes hein, sur les levées de fonds et merci aux investisseurs. Comme tu l'as dit, effectivement, hein, ça permet de voir un petit peu le contexte de levée de fonds, d'investissement et qui effectivement n'est jamais blanc ou noir. Et il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est beaucoup d'échanges, de discussions, de beaucoup d'éléments de préparation. Et en tout cas, enfin, c'était en tout cas un plaisir de participer à ce webinaire et d'échanger enfin, sur ce sujet, qui est un sujet crucial pour les startups. Merci beaucoup et je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message sur LinkedIn ou par mail et on sera ravis, je pense, de répondre à vos questions et d'expliquer nos thèses d'investissement et nos différentes spécificités. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'organisation et pour l'invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Également, merci pour l'invitation. Ravi d'avoir pu participer à ce webinaire. J'espère qu'on aura pu éclairer certaines questions, certains points donc à nos auditeurs. Et puis, de même, hein, je reste disponible. Donc, n'hésitez pas à prendre contact via LinkedIn. Je pense que nos coordonnées seront également dans la présentation, peut-être. Oui, Donc, tout à fait. avec grand plaisir pour échanger avec vous autour de vos projets. Moi, je vous remercie. Je vous invite tous à venir visiter la Bourgogne-Franche-Comté où vous trouverez un écosystème très bienveillant et plein de belles success stories qui vous accompagneront dans le domaine du dispositif médical. Voilà, donc bonne chance pour la suite. Effectivement, n'hésitez pas à envoyer un petit message. On essaie quand même d'être disponible au maximum pour répondre aux questions pour les entrepreneurs. On sait que c'est dur. On connaît vos chemins, les chemins par lesquels vous passez. On est là, on a souvent, nous, la parole pour nous mettre en avant, dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais en fait, faut pas oublier que c'est vous qui créez les aventures et qui allez demain révolutionner le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, pour ça, je vous dis merci. Et voilà, on est à votre disposition pour toute aide et conseils qu'on peut vous apporter sur votre chemin, même si ça se traduit pas par un financement. Bonne chance à tous. Ouais, bonne chance. Merci pour vos conclusions. Et bien voilà, la session est terminée. C'était riche en échanges. Je vous remercie toutes et tous. Voilà, nous reviendrons vers vous pour d'autres webinaires médicaux sur le courant de l'année 2024. Je vous souhaite un excellent appétit et une très belle fin de journée. Merci également. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.